Quoi parler alors de première phase et de la quatrième si vous êtes candidat au Hajj et on vient vous parler de choses qui ne concernent pas le Hajj directement. Mais c'est que le Hajj se prépare. Et pour préparer, il faut commencer à partir du jour où vous avez eu l'intention de faire le Hajj. Donc, je vais maintenant, une fois le plan de présentation ainsi fait, je vais aborder la première phase. C'est-à-dire celle qui a déjà commencé depuis longtemps. On est dedans encore et on ne l'a pas encore terminé. Il reste juste quelques jours. Première chose à faire, c'est comme toute grande chose qu'on doit faire dans sa vie, parce que le Hajj c'est une grande chose à faire, commencez toujours par aller en parler avec votre médecin personnel. C'est indispensable. Ça n'a rien à voir avec la visite médicale que l'État a instituée, visite au cours de laquelle déjà vous pouvez être éliminé. Mais je crois qu'à la date d'aujourd'hui, vous avez déjà passé cette visite-là. Donc, vous êtes apte. Mais malgré ça, voyez votre médecin. Je n'aurai pas assez de temps pour vous expliquer le pourquoi de chaque chose. Mais au moins, comprenez que le corps humain, c'est comme une maison. Si vous avez l'habitude de vivre dans la maison d'une certaine façon au quotidien, il se peut que certaines petites choses qui se détériorent sur la maison ne soient pas perçues par vous qui habitez la maison. Par exemple, une porte ne tient plus très bien, bon, c'est pas grave, on fait avec. Il y a des endroits de la maison où, quelle que soit votre bonne volonté, vous ne nettoyez pas tous les jours, c'est pas grave, on vit avec. Mais le jour où vous aurez un mariage à préparer, vous avez intérêt à revoir tout ça. C'est pareil pour votre santé. Je vous en prie, je n'aurai pas la possibilité de rentrer dans les détails, mais croyez le médecin que je suis et le médecin de sécurité santé au travail et le médecin correspondant d'une compagnie aérienne qui faisait le voyage de la Mecque. C'est toutes ces expériences cumulées qui me font vous dire qu'il y a tout intérêt à aller voir son médecin. Au terme de cette visite, le médecin vous dit, c'est bon. D'abord, le choix du médecin. Ce n'est pas pour faire de la publicité. Si c'est possible, que ce soit un musulman, pour qu'il comprenne de quoi on parle. Si c'est encore possible, le mieux, ce serait que ce soit un médecin qui a déjà fait lui-même le Hajj, pour savoir ce que ça veut dire faire la, comment dirais-je, tawaf, faire Safa Marwa, aller passer toute une journée à Arafat, partir d'Arafat vers Muzdalifa, passer la nuit à Muzdalifa. S'il n'a pas fait le Hajj, c'est des choses qu'il entend, mais une chose est d'entendre, une autre chose est de vivre les réalités. Bon, ok, quel que soit le médecin que vous avez pu voir, l'essentiel c'est qu'il vous examine et qu'il essaie autant que faire se peut, en passant toutes les phases par lesquelles nous passons pour examiner une personne, qu'il arrive à ses conclusions. Ça peut être même un bilan complémentaire des analyses, électrocardiogramme, etc., qu'il va faire,
pour vous permettre de savoir, par exemple, si votre cœur est vraiment en état de faire toutes les marches, ou s'il faudrait plutôt vous recommander de prendre un pouce-pouce, par exemple. Ce n'est pas pour... La visite médicale n'aura pas pour objectif de vous dire de ne pas faire le Hajj. Non, ce n'est pas ça. C'est autant que faire se peut, qu'est-ce que nous allons pouvoir faire pour que le risque soit le moins grand possible. Au terme de cette visite, il vous fait ses recommandations et les recommandations sont sanctionnées par une ordonnance médicale. Si des médicaments ont été prescrits, sachez que ça doit être les premières choses que vous devez avoir dans en tout cas vos premières provisions, avant peut-être les provisions de gari ou de tapioca. Une fois que vous avez ces provisions suffisamment pour tenir tous les 30 jours avec une marge, petite marge de 10, 15 jours en plus, vous gardez tous ces médicaments dans votre valise à main, dans votre sac à main, pardon, mais pas dans la valise qui va dans la soute, je vous en prie. C'est dans le bagage à main, avec l'ordonnance, à côté. Vous avez, c'est donc la première chose qu'il faudra envisager de loger dans votre bagage à main. Une petite parenthèse, ça c'est les enrichissements que j'ai pu avoir moi-même il y a à peine 3 ou 4 jours. Non, une semaine à Safoula. La question s'est posée de savoir, mais est-ce qu'on peut faire le Hajj, toutes les phases du Hajj? Je parle cette fois-ci à mes sœurs, en étant par exemple en état de menstru. La question n'a pas été abordée pendant l'exposé de tout à l'heure. Il semblerait que ce ne soit pas tout à fait possible, à moins de décaler. Certaines femmes posent la question de savoir, mais pour mon confort, mais peut-être plutôt que de décaler, devoir courir encore de Mina, revenir pour faire, quand les règles seront terminées, est-ce que le médecin ne peut pas me trouver une solution pour que je puisse faire ça? Alhamdulillah, ça ne pose aucun problème pour le médecin. Le médecin peut très bien vous trouver des prescriptions qui vont faire que vos règles, vos menstrues vont vous laisser le temps d'accomplir votre... Mais alors, c'est que même ça nécessite des investigations particulières. Il faut chercher les contre-indications, etc., etc. La première, c'est qu'une femme qui se soucie de ses règles, c'est qu'elle est encore dans ce que nous appelons la période de procréation. Par exemple, une petite contre-indication, c'est vérifier si, par exemple, vous n'avez pas démarré quelque chose sans le savoir, etc., etc. Bref, c'est juste un exemple pour illustrer le fait que la visite médicale s'impose, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Quel que soit votre âge, d'ailleurs. Quel que soit votre âge. Ne pensez pas que ce soit seulement pour les vieilles personnes. Ok, j'ajoute déjà qu'à ce niveau, il y a certains produits qui s'apparentent à des médicaments sans l'être pour autant. Par exemple, le cache-nez. Cache-nez, il faut vous approvisionner suffisamment pour avoir au moins un cache-nez par jour pendant votre séjour. Vous revenez à la maison le soir, c'est à jeter. Même si on vous dit, oui, mais les cache-nez, on peut les laver, on peut les réutiliser, oui. Mais je vous en prie, dans les conditions où vous êtes là, il vaut mieux tout simplement jeter ça chaque jour. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Le gel hydroalcoolique. Juste un petit gel
pas plus de 10 millilitres. En principe, pour les liquides et les semi-liquides, comme les gels, 10 millilitres, ce n'est pas encore interdit dans le bagage à main. Mais là, pour ne pas chercher la petite bête, moi je vous conseillerais tout simplement de garder votre gel hydroalcoolique plutôt dans la valise qui va en soute. Qu'est-ce que je voudrais encore dire par rapport aux préparatifs avant le départ? Il y a tellement de choses qu'on aurait pu... Quand vous verrez votre document, je crois que c'est le paragraphe qui a le plus de points. Je n'ai pas la possibilité de les aborder tous. Je viens juste de brosser un seul point. Quelqu'un a son chose là. Avant le départ, ça fait combien de points? Avant le départ. Je n'ai pas ce document sous la main. Avant le départ, je crois que... Oui, on a 11 points. 11 points, je vous ai abordé un seul. Maintenant, le jour arrive. Il faut aller à l'aéroport, prendre l'avion. Sachez déjà vous habiller. Parce que dans n'importe quel avion, quelle que soit la taille de l'avion, les toilettes ne seront jamais assez grandes pour vous permettre d'être à l'aise. Ce n'est pas possible. Donc, ce n'est pas le moment d'aller mettre des jeans serrés. Ne portez pas votre grand boubou d'apparat non plus parce que vous allez à la Mecque. Parce que là, vous allez ramasser toutes les cochonneries des avions, dans les toilettes des avions. Quand vous rentrez dans les toilettes des avions, c'est formidable. Tout brille. Tout est propre, nickel. Mais ne vous y fiez pas. C'est là où on attrape les pires microbes qui soient. Ça commence déjà au niveau de la porte de l'avion. Même si je n'ai pas le temps de vous dire certaines choses, cette petite chose-là, il faut que je vous le dise. C'est indispensable. Vous trouvez le petit loquet là, pour ouvrir la porte des avions. La porte des toilettes. Juste un petit truc qu'on pousse comme ça là. Ça brille, Prenez un papier, je vous en prie. Voilà, vous ayez un papier comme ça. Vous tirez ça et vous remettez dans votre poche. Vous faites vos besoins et tout. Essayez, je vous en prie, d'être vraiment, de faire le moins de dégâts possible. On a déjà vu des hôtesses de l'air qui, dans les avions qui amènent les pèlerins à la Mecque, ont passé leur temps à faire ça. Surtout qu'on sait que c'est du Bénin qu'on est parti. Ça, c'est l'image que le Bénin va donner à ces personnes-là tout le reste de leur vie. Vous êtes nos ambassadeurs. Vous avez fini, vous ressortez, utilisez encore, autant que faire se peut, lavez-vous les mains. Il y a des mouchoirs propres pour vous essuyer les mains, etc., etc. Revenez. Ensuite, maintenant, vous êtes assis. Une chose très importante à ne pas oublier, c'est que ne restez pas assis pendant 6 heures. Parce que le vol entre Cotonou et l'Arabie Saoudite, quel que soit le port d'attache, le port de descente, l'aéroport de descente, que ce soit Jeddah, que ce soit Médine, vous avez au moins 6 heures. Vous avez au moins 6 heures. N'allez pas installer grand-maman à qui vous avez déjà porté des couches dans un fauteuil bien calé au fond là-bas pour que personne ne la dérange. C'est la meilleure manière de lui fabriquer une embolie, un embole qui va prendre naissance au niveau de son pied et qui va aller boucher ses poumons. Je ne vous dis pas la suite parce qu'on m'a déjà dit que mon rôle, je ne suis pas là pour vous faire peur, mais je suis quand même là pour vous attirer votre attention sur un certain nombre de choses. Je vous en prie,
Surtout parce qu'il s'agit de grand-maman, aidez-la à se lever et à faire quelques pas. Aidez-la. C'est indispensable. Ça, c'est pour les gens qui sont en classe économique. Si vous êtes en première, le problème se pose peut-être un peu moins. C'est pourquoi nous parlons de syndrome de la classe économique. C'est connu dans le monde entier. Vous allez sur Internet aujourd'hui, vous tapez tout de suite, vous qui avez votre téléphone là, vous tapez tout de suite le syndrome de la classe économique. On va vous décrire tout ce que je suis en train de dire là. Donc, pardon, n'allez pas vous installer comme ça jusqu'à chose là. Ça, je m'en voudrais vraiment de ne pas attirer votre attention sur cet aspect. L'autre aspect dans l'avion, c'est le repas. On va vous servir des choses. On fait l'effort, autant que faire se peut, dans n'importe quelle compagnie aérienne, de faire en sorte que le menu se rapproche le plus possible des repas des clients du pays. Mais vous aurez forcément, en tout cas très probablement, des choses que vous n'avez pas l'habitude de manger, mais peut-être vous en avez entendu parler. Ça fait snob, ça fait cher. Par exemple, on vous sert du camembert. C'est très bien. Ah, ok, j'ai mangé du camembert dans l'avion. Mais deux problèmes vous guettent. Le premier, ça peut être quelque chose qui a été mal conservé. Et oui, même dans l'avion, ça peut arriver. Dans les grands hôtels, on peut très bien tomber sur des aliments qui ont été mal conservés. Donc, faites attention à ça. Quand vous commencez à goûter et que ça n'a pas l'air d'aller très fort, ok. Le deuxième problème, c'est ce que nous appelons les allergies alimentaires. La chose peut très bien être parfaitement ce que ça doit être, mais il se trouve peut-être que vous êtes allergique à ça, vous ne le saviez pas. Donc, attention, je n'ose pas vous décrire toutes les conséquences de tout ce que je suis en train de dire là, parce que, encore une fois, il ne faut pas vous faire peur. Mais, chacun des points que je viens d'énumérer peut vous gâcher votre voyage et votre séjour. Alors, donc, faites attention à ça. Ok, après, qu'est-ce qu'il faut encore que j'ajoute pour cette deuxième phase dans l'avion? C'est qu'à l'atterrissage, faites attention, attendez l'immobilisation complète de l'avion avant de vous lever. Ne vous excitez pas, ne vous précipitez pas, je vous en prie. Et après maintenant, tranquillement, sortez vos bagages et descendez. Donc, je crois que j'ai parcouru déjà deux phases. La phase avant le départ, la phase entre le moment où vous êtes assis dans l'avion et le moment où vous êtes levé. Maintenant, commence la troisième phase, le séjour. C'est là où se trouve tout ce qu'on vous a dit. Là. Mais le problème que j'ai personnellement par rapport au séjour à la Mecque, c'est que c'est un voyage qui n'est pas du tout comme les autres. Mais pas du tout alors. Le paradoxe de ce voyage, c'est que Dieu met tout à votre disposition. Presque gratuitement. En tout cas, la plupart du temps, vous avez tout gratuitement. Les fruits qui sont sur la terre, que vous pouvez imaginer n'importe où, vous allez les trouver là-bas. Le yaourt là, n'en parlons pas. On va vous prier, on va vous supplier de venir en prendre par litre. Les takeaway là, avec beaucoup de riz dedans et de gros morceaux de viande là, vous allez en avoir. Pour ce qui est de l'eau, alhamdoulilah, c'est là où vous allez avoir la meilleure eau au monde. Puisque c'est l'eau que Dieu a bénie lui-même particulièrement, l'eau de Zemzem. Mais le paradoxe, c'est que autant toutes ces choses-là sont à votre disposition, autant il faut consommer ça avec
modération. Vous exagérez sur un seul point et je peux, enfin, je sais pas, je voudrais vraiment pas vous faire peur encore une fois. Je vais vous prendre juste quelques petits exemples pour illustrer ce que je suis en train de dire. Abusez seulement du yaourt qu'on vous donne par litre et entre la mosquée et la maison, vous avez rencontré 3 endroits où on vous a offert du yaourt. Vous arrivez, ça fait 3 litres de yaourt. Vous arrivez à l'hôtel, vous mettez ça sous votre lit, puisque vous n'avez pas de frigo. Bon, imaginez les dégâts. Ou bien non, il n'y a pas de problème, ça a été bien conservé, vous avez pris votre yaourt. Mais attention, un adulte ne doit pas consommer les produits laitiers de façon excessive. Le yaourt, vous le prenez, là, au moment de la digestion, ça produit des gaz. Il n'y a rien à faire, ce n'est pas votre faute, c'est comme ça. Mais si vous avez des gaz en abondance, mais de 2 choses l'une, ou bien vous les laissez venir chaque fois qu'il tape à la porte, et ça peut se retrouver pendant que vous êtes à la mosquée de Médine, ou bien pendant que vous êtes à la mosquée de la Mecque. Mais, ou alors, vous serrez, ça fait grou dedans, et c'est pas gai, hein? C'est pas quelle prière vous allez pouvoir faire dans cet état-là. Bon, dans un cas comme dans l'autre, vous vous sentez obligé de vous lever pour aller peut-être vous soulager, comme on dit. Il se peut qu'avant votre retour là, la prière soit terminée. Parce que quand vous vous soulagez, peut-être qu'il va falloir que vous repreniez vos ablutions. Je ne sais pas si Taïmam peut être utile dans ces conditions, je ne sais pas. Bon, ok, d'accord. Voilà le problème. Maintenant, venons-en à l'eau, parce que je me suis permis, que Dieu me pardonne, de vous dire que même l'eau de Zemzem, il faut la boire avec modération. Docteur, est-ce que vous n'exagérez pas un peu là? Mais oui, je suis conscient que, mais seulement moi, je suis obligé de vous dire la vérité, c'est tout. De vous dire ce que la science m'a appris. Et la science me l'a appris, et quand je l'ai dit, les oulémas l'ont confirmé, que même le Coran dit qu'on n'a pas prévu de récipient pour vous, pour faire des réserves dans votre organisme. C'est le chameau qui a prévu ça. Enfin, Dieu a prévu ça pour le chameau. Vous n'en avez pas. Le corps de l'homme par rapport à l'eau se présente exactement comme une bassine. À partir du moment où c'est rempli à ras-bord, si vous ajoutez quelque chose, ça déborde. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Mais voilà que vous avez déjà marché sous le soleil pendant longtemps, vous êtes arrivé à la mosquée. Il y a du monde devant vous, du monde derrière vous, du monde à droite, du monde à gauche. Mais vous avez des fontaines pratiquement à tous les 10 mètres autour de vous. D'eau de Zemzem, glacée pour ceux qui aiment glacée, non glacée pour ceux qui aiment non glacée. Et tu as dit, alhamdoulilah, non seulement j'ai soif, mais c'est que j'ai l'eau, et l'eau qui a été considérée comme très indiquée à portée de main. Alors donc je fais d'une pierre 2 coups, j'y vais. Dans les minutes qui vont suivre, vous aurez envie de faire pipi, il n'y a rien à faire. Si vous avez dépassé un certain seuil. Et si vous avez envie de faire pipi, de 2 choses l'une. Ou bien vous résistez, et vous êtes là en train de faire ça. Il y a une chose qui vous guette, c'est que, surtout pour nous autres, des gens de mon âge, ou un peu plus, que ce soit homme ou femme, il y a ce qu'on appelle les mictions par égorgement. C'est-à-dire que vous le veuillez ou non, lorsque vous arrivez à ce niveau-là, le pipi, il sort. Vous n'y pouvez rien.
ce qui est encore plus dramatique, c'est que parfois, vous pouvez sentir que ça sort. Mais c'est que vous n'y pouvez rien. Vous ne pouvez pas le retenir. Mais à supposer même que vous ayez la possibilité de le retenir, ce n'est pas bon de retenir les urines. Ça, que ce soit à la Mecque ou partout où vous êtes sur la terre, ne retenez pas les urines parce que à force de retenir les urines, ça provoque des infections urinaires qui partent depuis l'extérieur jusqu'au niveau des reins et beaucoup de gens se retrouvent avec les pyélonéphrite, les infections rénales, et je peux vous garantir que c'est une urgence. C'est extraordinaire. Après ça, je ne sais pas quel acte vous allez pouvoir faire si vous attrapez une infection urinaire aiguë à la Mecque. Donc, même l'eau, faites attention. Ce que j'ai dit par rapport aux nourritures reste valable. Oui, je me profite par rapport aux nourritures. Maintenant, je reviens. J'ai parlé déjà un peu du lait, hein. J'ai parlé de l'eau. J'en arrive maintenant au solide, à la nourriture. De la même manière, là aussi, il y a le problème de la quantité et le problème de la qualité. Pour ce qui est de la quantité, je vous invite à une chose. Et là, que ce soit aussi, la plupart de ce que je vous dis d'ailleurs, ce n'est pas seulement pour la Mecque, c'est pour toute la vie. Évitez de manger à satiété. Ce n'est pas bon de manger jusqu'à être rassasié. Ce n'est pas bon. Au lieu de 3 repas, vous pouvez en faire 4 si vous voulez dans la journée. Et même pourquoi pas 5, mais que ce soit de petite quantité. Je ne peux pas vous détailler tous les bienfaits qu'il y a à fonctionner comme ça. Qu'est-ce qu'il faut dire toujours par rapport à la quantité? Ouais, je crois qu'on ne jeûne pas la Mecque, hein, sauf erreur de ma part. Hein. Ah ouais, à Dagbaka aussi. Pendant le séjour. Ok, mais alors, franchement, faites attention pour ne pas vous retrouver dans la situation où on peut se retrouver avec l'hypoglycémie. Parce que ça, c'est encore un autre risque. Encore une fois, je ne suis pas là pour vous faire peur, mais une hypoglycémie, ça peut arriver pour quelqu'un qui était un diabétique connu. Ça peut arriver pour quelqu'un qui n'était pas diabétique du tout. Et en ce moment-là, on parle d'une hypoglycémie inaugurale. Mais ça peut arriver à n'importe qui d'entre nous. Parce que justement, tu n'as pas mangé et tu es en train de faire des efforts. Et tout ceci dans des conditions climatiques difficiles. N'allez pas tirer le diable par la queue. Ok? Parce que c'est des urgences qui ne vous laissent pas... À la limite, même, si vous ne savez pas vous y prendre, le médecin accompagnateur, vous n'aurez pas le temps de l'avertir. Hein. Là encore, il y a une petite parenthèse que je dois faire. Lorsque vous devez faire le Hajj, il est important de prendre quelques cours, quelques notions de secourisme. Parce que celui qui fait une hypoglycémie, s'il doit vivre ou s'il doit mourir, ça dépend beaucoup plus de vous que du médecin de la compagnie, et de médecin accompagnateur. Donc, que chacun sache comment il va faire si éventuellement il se retrouve devant une situation d'hypoglycémie. Ce qui veut dire que d'abord il sait poser le diagnostic et ensuite il sait ce qu'il faut faire. Je passe. Donc, là-bas, voilà pour ce qui est du manger, du boire. Maintenant, il y a l'aller et venu. Pardon, vous aurez à marcher à la Mecque. Il n'y a rien à faire. Sauf les gens qui, pour une raison ou une autre, sont dans les fauteuils roulants. Mais si vous êtes sur vos 2 pieds, vous devez marcher. Il n'y a rien à faire. Et si vous devez marcher,
dis donc, leur approche déjà, hein, les obligations. Premièrement, ce n'est pas le moment d'aller utiliser des chaussures neuves. Donc, en partant à la Mecque, je vous en prie, n'allez pas acheter des chaussures neuves. Ou bien n'attendez pas d'arriver à la Mecque pour dire que bon, mais votre chaussure est gâtée, vous voulez acheter une chaussure neuve. Donc, partez avec les chaussures auxquelles vous étiez déjà habitués. 2, 3, 4, à vous de voir. Je profite de l'occasion aussi, toujours par rapport à la marche, pour dire à nos sœurs, à nos épouses, ne faites pas de pédicure, manicure, pratiquement un mois avant le départ pour la Mecque. Parce que en le faisant, ce qui est sûr, c'est que vous amincissez la peau de vos pieds. Et si vous amincissez la peau de vos pieds et que vous aurez à marcher après sur des carreaux chauffés, vous risquez de vous retrouver avec des ampoules aux pieds. Et quand on a les ampoules aux pieds, on ne peut plus marcher. C'est clair. Nous les hommes, je vais encore dire quelque chose un peu paradoxal. Il faut que nous pensions à emporter avec nous des slips. On vous a dit qu'il y aura des phases où vous n'aurez pas de slip. Parce que c'est comme ça, la religion l'interdit, oui. Mais en dehors de ces phases-là, je vous en prie, remettez tout de suite vos slips. Parce qu'il n'y a rien de plus dangereux que de nous balader, nous les hommes, avec nos bijoux de famille là qui cognent partout. Très rapidement, ça s'écorche. J'ai déjà vu pendant le Hajj un de mes voisins de chambre qui, à un moment donné, faisait ça. Et à partir du moment où il fait ça, il retarde tout le monde. Et si c'était à des jours qui ne peuvent pas évoluer, parce que c'est le calendrier, c'est calé comme ça, mais vous vous imaginez. Donc, vraiment, pour ça aussi, il y a peut-être une solution, c'est que avant de partir, ayez des slips, de préférence du coton, de préférence de couleur blanche. Je vais peut-être exagérer en vous disant d'avoir au moins une douzaine, mais à défaut d'une douzaine, ayez au moins 6. Dans tous les cas, ne portez pas le slip que vous avez porté la veille. C'est interdit. Parce que vous êtes dans un pays chaud, à la limite sec, donc ça peut aller. Mais chez nous ici, par exemple, c'est à la fois chaud et humide. Ce qui fait que normalement, un homme ne devrait pas porter le même slip 2 jours de suite. Dans des pays comme les nôtres. Ne vous y trompez pas. Sur ce plan-là, les Européens, ce n'est pas du tout des modèles à suivre. Je suis médecin, je sais de quoi je parle. Même mes collègues là-bas supplient parfois leurs patients, disent pardon, vraiment changez-vous quand vous devez venir en consultation, parce que vous nous créez des problèmes. Bon. Qu'est-ce que je dois encore dire pendant le séjour? J'ai parlé de la nourriture, j'ai parlé des dispositions à prendre pour la marche. Oui, les habits, ayez des habits amples pendant le séjour, des habits amples en coton pour que l'air puisse circuler. Et évitez de vous exposer au soleil trop longtemps. On a dit tout à l'heure qu'il ne faut pas mettre de chapeau, mais je crois que ce qu'on dit, c'est des choses qui ne seront pas en contact avec la tête. Mais les ombrelles, par exemple, c'est faisable, je pense. Qu'est-ce que je dois dire encore pendant le séjour? Bon, je crois que je serai obligé de m'arrêter là aussi pour le séjour. Le voyage retour, pardon, ne superposez pas les habits au motif que vous voulez économiser des produits. Vous risquez encore de provoquer ce que j'ai dit à l'aller par rapport au fait de ne pas rester trop longtemps assis. Portez comment dirais-je, habillez-vous le plus normalement possible, ok. Vos bagages,
vraiment, ne vous surchargez pas. Parce que quand vous êtes surchargé, à force de porter des charges lourdes, ça peut vous créer des problèmes de dos. Ça peut faire que vous allez faire des faux pas, rater les marches ou glisser dans les passerelles. Dans un cas comme dans l'autre, à quoi ça sert d'arriver à la maison en boitillant, alors que vous êtes revenu, tout le monde est en liesse. Ok. Là encore, il faut le dire, quand vous êtes arrivé, l'avion vient d'atterrir. Pardon, ce n'est pas parce que vous entendez déjà les tam-tams, les gens qui sont venus vous accueillir, que vous allez sauter tout de suite pour aller commencer à prendre. On m'a déjà raconté le cas de quelqu'un qui, dans ces conditions-là, est tombé, il s'est cassé la tête contre le coude d'un fauteuil, trauma crânien. Je vous laisse imaginer la suite. Vous êtes de retour à la maison. Alhamdulillah, Aladji Kabo, c'est très bien, mais pardon, si vous devez en faire une fête, attendez de vous reposer 1 à 2 semaines pour faire la fête. Parce qu'une chose est claire, et qu'on se le tienne pour dit, et c'est là-dessus que je vais terminer, quels que soient les efforts que vous faites, au-delà des efforts que vous avez l'habitude de faire, quels que soient les efforts que vous faites et quelle que soit la manière dont votre corps a pu résister, sachez toujours une chose, c'est qu'il vous a fait crédit. Il va le récupérer, il n'y a rien à faire. Donc, ne croyez pas que tout le tralala que vous avez fait là-bas, que l'organisme n'a pas pris bonne note. À votre retour, la fatigue, vous l'aurez. Si vous voulez, vous pouvez continuer de lui dire non, 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 tais-toi, tais-toi, tais-toi. Mais le jour où il va vous présenter la facture un jour et c'est ça que vous allez appeler maladie. Je suis malade. Voilà, je vous remercie. Je n'aurais pas voulu terminer sur une note aussi chose là même. Voilà.